Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Anaëlle Stéphane. Je suis la chargée de communication d'Aquinum, réseau des professionnels du numérique sur Bordeaux. Nous organisons du coup au fil de l'année de nombreux événements, dont celui-ci. Et en plus de ça, nous fédérons une communauté de 200, à peu près 200 adhérents autour des métiers du numérique. Nous sommes aussi le gestionnaire du Node, qui est un espace de coworking dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons du coup parler du numérique et du fait qu'il soit levier vers l'inclusion ou facteur d'exclusion. Cette problématique est apparue suite à l'Aquiversaire et à notre table ronde autour du numérique au service de la singularité. Et forcé de constater que les personnes avaient un intérêt pour le numérique et ce qu'il représente. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de Sarah Guillery, de Bordeaux Métropole. Je ne sais pas écorcher de nom. Un petit peu. C'est vrai. Guillery. Julien Borde du non-lieu. Sophie Metz-Makers de Connexio, et pour terminer, Paul Soncourt d'Emmaüs Connect. On excusera Rachel Reguigne de Novazanco, agence de communication agréée en entreprise adaptée, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et je vais laisser les intervenants se présenter à tour de rôle. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Paul Soncourt, donc le responsable régional de l'association Emmaüs Connect. Donc on est une association qui travaille sur la fracture numérique, contre la fracture numérique et pour l'inclusion des publics, en amenant des solutions d'accompagnement, d'équipement des populations et de connexion. Donc Sarah Guillery, pour le coup. Donc moi je suis chef de projet inclusion numérique et je travaille au centre inclusion numérique de Bordeaux Métropole. Donc nous on travaille pour les professionnels dans un premier temps, pour les accompagner au quotidien sur des actions en faveur de l'inclusion numérique. Et on a certains projets qui sont aussi à destination des publics en fragilité pour pouvoir les accompagner au quotidien. Bonjour, moi je m'appelle Julien Borde, je suis un des cofondateurs du non-lieu et je suis responsable du suivi des projets des jeunes au non-lieu et aussi des admissions. Voilà, j'aurai l'occasion tout à l'heure peut-être de vous expliquer un peu le travail que nous réalisons au Node ici même. Et bonjour à tous, moi je suis Sophie Metz-Makers, je suis conseillère numérique France Service chez Connexio, donc une association, organisme de formation. Notre travail, c'est de former les gens à l'utilisation des outils numériques le plus possible. Voilà. Super, merci beaucoup. Du coup, pour reprendre, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet en parlant du coup des freins que le numérique peut représenter. Et du coup, je vais laisser la parole à Paul, Emmaüs Connect, pour qu'il nous explique tout ça. Absolument. Merci Anaëlle. Donc ouais, le numérique a pris une place prépondérante dans la société et c'est devenu vraiment un frein à l'insertion des publics, d'autant plus que les publics qui sont déjà dans des situations de précarité vont être touchés davantage par cette fracture numérique. Alors la fracture numérique, elle va être de différents ordres. Il va y avoir une fracture au niveau de l'équipement, donc des gens qui n'ont pas tout simplement les moyens de s'acheter un ordinateur portable, de pouvoir accéder à l'outil numérique. Il va y avoir aussi un frein d'accès à la connexion. Alors dans les grandes villes, on a moins ce souci-là, mais il y a quand même des zones blanches encore sur le territoire. Il y a tout un plan de connexion, de mettre la fibre un peu partout en France, à l'horizon 2024. On est encore en 2023, donc il y a encore pas mal de zones blanches en France. Et au-delà de ça, l'accès à la connexion se traduit aussi par des publics qui ne sont pas forcément bancarisés et qui ne peuvent du coup pas avoir de forfait téléphonique, pas avoir de box chez eux, et donc qui se retrouvent sans connexion. Donc sans connexion en 2023, c'est assez compliqué de s'insérer dans la société et globalement.
Et donc le troisième frein, la troisième fracture, c'est une fracture de compétences, de ne pas avoir les compétences nécessaires. On a encore des grandes disparités dans l'accompagnement des publics. C'est pas encore vraiment intégré dans les cursus scolaires, malheureusement. Donc c'est encore très à l'appréciation des académies, des directeurs d'établissements. Donc en fait, on n'a malheureusement pas un nombre fini de personnes qui sont en fracture numérique. On a un nombre grandissant de personnes qui sont en fracture numérique en France. C'est à peu près 31% de la population en 2023, selon la dernière étude du CREDOC, qui sont en difficulté avec le numérique. Donc c'est un sujet qui touche absolument pas que les seniors, auxquels on pourrait penser en priorité, qui touche vraiment toutes les strates de la population et qui est encore plus fracturant pour des publics qui sont déjà précaires, déjà fragiles, qui ont des situations sociales, économiques, culturelles qui sont un peu plus délicates, et eux vont vraiment avoir cette double peine, et ça va vraiment être une barrière à l'insertion. D'accord. Et du coup, Bordeaux Métropole, comment la métropole se saisit en fait de ces problématiques-là? Alors déjà, depuis janvier, on est reconnu un petit peu au niveau de la métropole grâce à la création d'un centre inclusion numérique. Donc c'est déjà un petit peu marquant chez nous de voir que depuis quelques temps maintenant, nos politiques se sont saisies aussi de la question, puisque ça a été voté d'une certaine façon. On a 7 orientations numériques partagées qui ont été votées par nos élus. Donc on voit que déjà la question de l'inclusion numérique a toute sa place. Et nous, ça se traduit par plusieurs projets. Alors déjà, on accompagne effectivement pas mal de structures sur le terrain par des financements pour les aider. On fait se rencontrer les acteurs, on les fait discuter. On a des projets. Alors moi, par exemple, ma partie, c'est de coordonner les 48 conseillers numériques qui sont basés sur la métropole. Donc c'est 48 nouvelles personnes qui sont arrivées dans un cadre d'un dispositif d'État pour pouvoir justement apporter leur pierre à l'édifice et réduire la fracture numérique. Donc c'est les mettre en marche, c'est les faire se connaître entre eux, mais connaître aussi leur écosystème et savoir comment mieux accompagner les publics, comment avancer ensemble sur cette question-là. On a développé aussi un projet dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté qui s'appelle Aladdin, donc à la découverte d'Internet et du numérique, où là, effectivement, on subventionne des associations qui forment en fait des personnes en précarité à la boîte mail, parce que la boîte mail, c'est quand même la porte d'entrée de toutes les démarches administratives. Donc s'ils ne savent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc les associations sur le terrain les accompagnent, et nous, on accompagne ces associations-là. On se saisit aussi de la question, puisqu'on a mis en place un observatoire des inégalités numériques, parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui sont sortis au niveau national. On s'est bien rendu compte qu'on a un tiers des personnes aujourd'hui qui ont au moins une difficulté avec les démarches administratives, donc c'est quand même énorme. Mais pour autant, les chiffres nationaux, on ne peut pas s'assurer qu'ils soient tout à fait pareils sur les territoires. Donc en fait, on va zoomer, nous, sur la métropole, pour voir si les chiffres nationaux sont les mêmes sur notre territoire à nous. Et se rendre compte si finalement, est-ce que chez nous, il y a plus de jeunes que de seniors? Est-ce que finalement, les problèmes qui sont énoncés au niveau national sont les mêmes chez nous? Est-ce que nous, on s'en sort plutôt bien ou plutôt pas bien par rapport au niveau national? Donc en fait, on va aller scruter ça de près. Et on a plein d'autres projets. Et dans ce cadre-là, en plus, on a la chance cette année d'accueillir le numérique en commun, qui est quand même le grand événement autour du numérique et notamment de l'inclusion numérique, pour pouvoir se faire réunir des villes au niveau national, à Bordeaux. Donc on est quand même assez contents. On va accueillir normalement 2000 personnes pour traiter ces sujets-là, pour avancer. Et en plus, on a rajouté une casquette, puisqu'on va traiter aussi avec des villes à l'international, pour porter vraiment la voix des personnes qui sont en difficulté et faire entendre qu'il est temps vraiment d'agir tous ensemble à différents niveaux, pas que localement, mais vraiment internationalement. Merci beaucoup. Julien, tu veux dire quelque chose? Oui, moi j'avais une question à poser à monsieur Paul Soncourt. Déjà, moi, je me demandais pourquoi Emmaüs avait créé Emmaüs Connect. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que le public bénéficiaire d'Emmaüs, je parle du public historique, est-ce que c'est le même
que celui d'Emmaüs Connect? C'est bien parce que tes deux questions vont amener à peu près la même réponse. Donc Emmaüs, c'est une asso qui va fêter ses 60 fêter, je sais pas si c'est le mot fêter, malheureusement c'est pour paraphraser le resto du cœur, c'est les restos qu'on a envie de fermer chaque année. Bon, Emmaüs est toujours là depuis 70 ans. Et malheureusement, il y a encore quelques années encore de travail pour lutter contre la précarité dans son ensemble. Donc en fait, le constat il a été fait au sein de Emmaüs Défi, qui est une structure qui s'occupe de salariés en insertion au sein du mouvement, donc qui donne du travail à des gens qui sont très éloignés. Et le constat a été fait il y a à peu près 13 ans de ça maintenant, que ces personnes-là étaient ceux qui payaient le plus cher pour accéder à de la connexion. En fait, qu'une partie significative de leur budget était dédiée aux télécommunications. Donc ils avaient ils achetaient des recharges téléphoniques chez des buralistes à des tarifs exorbitants. Et en fait, ils n'avaient pas d'autre choix parce que des situations bancaires assez précaires, pas forcément domiciliées dans des lieux fixes, et donc beaucoup de facteurs qui font qu'ils n'avaient pas accès à un forfait téléphonique comme quasiment tout le monde a accès en France notamment. Et donc du coup, de ce constat-là, c'était de se dire les plus précaires payent le plus cher, il n'y a aucune offre de connexion solidaire qui existe en France. Et il y en a encore toujours, malheureusement, 13 ans après, pas vraiment. Et ça redevient un gros sujet sur la fracture numérique. Et donc du coup, Emmaüs s'est dit, il faut qu'on arrive à créer une offre de connexion solidaire. Donc avec ce nom qui ouvre quelques portes, on a réussi à convaincre un opérateur de téléphonie qui a dit moi votre projet m'intéresse, je veux bien tester avec vous, vous mettre à disposition des cartes SIM, des recharges, et on fait une expérimentation sur Paris pour commencer, dans les lieux Emmaüs un peu historiques, et on voit ce que ça donne. Et donc ça a évidemment trouvé son public, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on regarde les choses, mais en tout cas, il y avait vraiment un besoin de connecter les populations à tarif solidaire. Il n'y avait vraiment aucune solution. Donc quand on commence à donner des cartes SIM et à mettre du crédit, de la data, on se retrouve vite à expliquer ce que c'est qu'un méga, un giga, et pourquoi ça va plus vite quand on regarde YouTube à se dépenser, alors que si on va juste naviguer sur ses mails, en fait, on peut avoir du crédit pendant longtemps. En fait, on se retrouve à devoir accompagner, à expliquer, à faire de la pédagogie, à structurer des ateliers. Et donc, on commence à mettre le doigt là-dedans. Et évidemment, les questions qui arrivent très rapidement derrière, c'est en fait, j'ai pas non plus les moyens de m'acheter un équipement, parce qu'en fait, dans le commerce, un ordinateur le moins cher, il va coûter 500 €. En fait, c'est le montant de mon RSA. Comment je fais? Je peux pas ne pas manger, ne pas me loger, ne rien faire pendant un mois pour m'acheter un ordinateur. C'est pas possible. Pourtant, sans ordinateur, je peux pas trouver de travail, je peux pas trouver de logement, je peux pas suivre la scolarité de mes enfants, je peux rien faire. Donc il y avait une espèce de trou dans lequel étaient les populations précaires. Et donc là, on s'est dit, il faut aussi qu'on aille chercher des équipements. Donc on a toqué aux portes des entreprises, des collectivités, d'un peu tout le monde, pour collecter l'équipement et le remettre à disposition de ces publics-là. Donc c'est un peu comme ça, chemin faisant, qu'on a développé ces trois compétences, donc d'apporter les solutions de connexion, d'équipement et d'accompagnement des publics, qui sont et c'est un sujet sur lequel on milite assez fort chez Emmaüs Connect, c'est de dire que ces trois briques, trois piliers qui sont indissociables si on veut vraiment traiter dans le fond le problème de la fracture numérique. On ne peut pas juste s'attaquer à un pilier. Alors on ne dit pas que tout le monde doit tout faire, mais il faut qu'il y ait des solutions à peu près partout, dans tous les territoires, sur ces trois piliers-là, quel que soit l'acteur qui s'en charge. C'est pas le sujet, il y a tellement, le chemin est tellement long qu'il faut que tout le monde s'y mette, comme Sarah le mentionnait, dans un effort collectif. C'est un sujet, c'est un des plus grands enjeux de notre siècle, je pense, ce train du numérique qui accélère beaucoup trop vite, alors que beaucoup trop de gens sont sur le côté. Et donc voilà, donc pour répondre à pourquoi Emmaüs s'est mis là-dedans, parce qu'il y a eu l'identification d'un besoin qui était très fort. Et donc les publics actuellement,
Il y a les publics historiques d'Emmaüs, donc des personnes qu'on appelait les chiffonniers au tout début, qui sont devenus les compagnons, donc des gens dont pas grand monde ne veut et qui ont un mal fou à s'insérer dans la société, à qui on donne une chance, qu'on prend par la main, qu'on emmène, à qui on donne un logement, un travail, à manger. Donc ça reste ces publics-là très éloignés qu'on accompagne, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux publics qui viennent. Chez Emmaüs Connect, on a vraiment à la fois des jeunes en rupture familiale, des gens qui sont à la rue, des personnes qui sont en situation d'exil, qui sont réfugiés, des familles monoparentales, des seniors isolés. Voilà, on a toute une part de la population qui a ce trait commun d'être en très grande précarité sociale et pour qui le numérique, c'est une couche supplémentaire de difficultés pour s'insérer. Mais au fond, la question du numérique pour Emmaüs, en fait, ça vous a obligé à proposer une offre de pédagogie alors qu'il n'y avait pas tellement avant. Oui, tu disais, il faut accompagner les publics pour leur expliquer, par exemple, que ils vont bouffer plus de data s'ils sont sur YouTube. Il faut accompagner les publics à utiliser une adresse mail. Il faut accompagner les publics sûrement dans un choix d'achat d'un ordinateur. Donc tout ça, c'est des dimensions pédagogiques qui n'avaient peut-être pas tellement avant. Alors, l'objet d'Emmaüs en tant que mouvement, c'est d'insérer les gens. Donc, dans l'insertion, il y a forcément un accompagnement à la fois social, à la fois sur de la montée en compétences sur divers domaines. Il y avait déjà beaucoup d'alphabétisation, d'apprentissage du français pour des publics qui étaient en situation d'exil notamment. Donc, la pédagogie était déjà concrètement dans l'ADN du mouvement, d'accompagner, de faire progresser et d'amener vers l'autonomie. Ça a toujours été ça l'objectif, et c'est toujours ça l'objectif d'Emmaüs, c'est de rendre autonomes les publics et les réinsérer. Et donc forcément ça passe par l'accompagnement, de la formation et un travail qui peut être plus ou moins long selon d'où on part. Nous, ça nous a imposé de nous structurer, de structurer des parcours d'accompagnement, de structurer une méthodologie, parce qu'on a des publics qui sont aussi pas dans des conditions optimum d'apprentissage, qui sont dans des difficultés du quotidien, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps disponible, qui ont un rapport à l'éducation qui n'est pas évident. On peut pas leur faire un cours magistral, on peut pas leur faire une conférence comme on discute là, trop théorique. Il faut que ce soit concret, il faut qu'on s'exerce, qu'on mette les mains dedans, qu'on s'exerce, qu'on apprenne avec des moyens détournés. On est obligé de trouver des méthodes pour transmettre des compétences un petit peu de manière subtile, sans que les publics se sentent à l'école. Et c'est ça aussi tout l'enjeu, c'est qu'il faut structurer de l'accompagnement, mais on ne peut pas le structurer comme n'importe quel accompagnement, n'importe quelle formation. Et ça demande du temps, de comprendre, d'expérimenter, et ça demande des années et des années de travail pour essayer de trouver la formule qui fonctionne. Et je ne suis même pas sûr qu'on l'ait trouvé. Il y a des formules qui fonctionnaient, mais c'est en évolution perpétuelle. Là, depuis quelques années, la pandémie a changé grandement le rapport au temps des publics, au long terme, au moyen terme, se projeter dans un parcours d'accompagnement sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est un effort qui est considérable, et on est en train de remettre tout ça, nous, sur le tapis, où on est en train de se poser beaucoup de questions et d'essayer de retrouver une formule qui fonctionne. Mais c'est un travail, je pense, qui va être perpétuel et qu'on va faire. Oui, parce qu'au final, le numérique évolue très vite, et là, votre rôle, ça va être d'humaniser quelque chose qui n'est pas palpable et des compétences qui ne sont pas innées et assez secondaires, mais qui deviennent qui sont primordiales dans l'évolution de tous. Je pense qu'on peut demander maintenant au non-lieu et à Connexio, pour vous, le numérique, comment c'est un levier, et comment cela se caractérise-t-il ? Juste, je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit. C'est que le numérique, on l'a dit, ça va très très vite, et ça veut dire que ça exclut de nouveaux gens à chaque fois que ça avance. Donc ça se complexifie encore plus on avance, plus ça se complexifie et plus ça exclut des gens.
Donc comment à chaque fois on réfléchit à comment réinclure des gens qui finalement se débrouillaient, qui étaient plutôt bien insérés, etc., et qui se retrouvent exclus de choses qu'ils maîtrisaient avant. Donc c'est tout le temps en réflexion. Et donc pour répondre à la question, chez Connexio, alors nous on propose des parcours de formation. L'idée c'est vraiment de rendre accessible tout ce qu'on peut en fait sur les questions numériques. Donc on a des parcours de formation qui vont du très grand débutant à l'avancé, et puis là on commence à s'intéresser au code, comment on développe, parce que ce sont des métiers, on sait qu'il y a du travail dans ces métiers-là, et on a envie de donner la possibilité aux gens de franchir une première marche en fait. Dans tout ce qu'on propose, on va franchir une première marche. On s'inscrit dans un écosystème, on sait qu'il y a d'autres partenaires qui proposent d'autres formations, etc. Nous, on veut être la première marche, c'est l'impulsion. Et surtout sur toutes ces thématiques, que ce soit sur du basique ou sur des choses un petit peu plus qui pourraient paraître un petit peu plus complexes, comme coder. Voilà, finement. Je rebondis sur ce que vous disiez, parce qu'il y a 10 ans, on parlait de digital native. C'est-à-dire, on avait dans l'idée que les jeunes avaient un savoir inné lié au numérique. Et ça, en fait, ça nous a fait perdre beaucoup de temps, cette histoire-là. Parce que c'est une légende. C'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'il y en a qui se débrouillent très bien, mais en fait il y en a, en fait la plupart du temps, les jeunes ne savent pas comment ça fonctionne. Voilà. Oui, donc c'est cette question de digital native, en fait, ça nous a fait perdre un petit peu de temps, puisque ça nous a présenté un idéal de la jeunesse qui allait se saisir de ces outils-là, mais en fait, il y en a beaucoup qui restent sur le côté du chemin. Et en fait, alors je vais parler de ma toute petite expérience, et de mon regard de conseillère numérique. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de jeunes, en fait, qui viennent nous voir. Et donc c'est vrai que ça reflète exactement ça, hein, c'est que on a considéré que comme ils étaient nés dans cette époque où tout était déjà existait déjà quand ils sont nés, forcément ils allaient savoir s'en servir. Alors oui, pour certains, mais finalement on se rend compte que on trouve très vite les limites. Et notamment quand il s'agit d'être au-delà de choses un petit peu quotidiennes qu'ils connaissent bien, et quand il s'agit d'emploi, quand il s'agit d'administratif, là on les perd très très vite. Oui, et puis juste je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça me semble important. On a quand même, le capitalisme a quand même créé des objets et tout un tas de produits qui attirent comme ça les jeunes, en leur mettant à disposition des interfaces ludiques et pratiques qui ne nécessitent aucune connaissance particulière d'utilisation et qui captent comme ça l'attention. Donc on a quand même affaire à une génération qui va savoir très bien se servir de Snapchat, mais qui va être en difficulté pour envoyer un mail, par exemple. Ou alors qui va savoir, alors j'allais parler de Facebook, enfin c'est déjà dépassé chez les jeunes, mais sur Instagram, ils vont pouvoir utiliser Instagram. Alors, en fait, ils l'utilisent plutôt bien, parce qu'ils sont plutôt obligés de l'utiliser, parce que maintenant, la rencontre amoureuse, ça passe aussi par là. Vous voyez ? Mais ils ne savent pas quelle est la machinerie qu'il y a derrière. Mais même, je pense que, ils savent, mais ils sont souvent consommateurs en fait. Et moi, ceux que j'ai pu rencontrer, systématiquement, je leur pose la question de est-ce que tu produis du contenu ? Et c'est souvent non. Donc ils sont juste dans une consommation. Parce que quand on produit du contenu, il y a quand même une action, alors que là, même pas en fait. Alors je généralise pas parce que je parle d'une expérience. Mais ils produisent de la data, ouais. Ah ouais, ça par contre, mais ça ils le savent pas. Oui, voilà. Moi je vais parler un petit peu du non-lieu alors.
Alors, nous, concrètement, nous, on part de l'intérêt qu'ont les jeunes pour le non-lieu, et à partir de cet intérêt-là, on va tenter de créer du lien social, tirer des fils qui vont nous amener vers davantage de lien social, vers davantage de soins quand c'est nécessaire, vers le monde de l'emploi quand c'est possible. Nous, on s'adresse à des jeunes en situation de souffrance psychique de 16 à 25 ans. C'est un public extrêmement varié. C'est des personnes qui ont un parcours institutionnel dans les établissements médico-sociaux, en sanitaire, hôpitaux de jour, centres de post-cure. Mais ce sont des personnes qui présentent des affinités avec le numérique, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt particulier, ils ont un usage particulier pour le numérique. Et en fond, nous, on va prendre, plutôt que de considérer que leur usage du numérique, plutôt que de le considérer du côté, par exemple, de l'addiction, comme un problème à traiter, nous, on va plutôt considérer ça comme une solution sur laquelle on va pouvoir, nous, s'appuyer pour créer des projets, pour mettre la personne en mouvement. Quand je dis solution, disons que nous, quand on rencontre les jeunes dans le cadre du processus d'admission, les jeunes sont admis en non-lieu à partir du moment où on comprend que leur usage du numérique leur sert à quelque chose dans l'existence. Même si au départ, ça nous paraît profondément obscur. Même si au départ, on ne comprend rien à ce qu'ils font. Et croyez-moi, ça arrive très très souvent. C'est pas qu'on soit on n'est pas du tout des génies au non-lieu. Mais à partir du moment où on comprend que leur usage, leur pratique singulière leur sert à quelque chose, à ce moment-là, on met à leur disposition un temps, un lieu, des outils et des personnes pour poursuivre leur recherche. Et cette recherche-là, aussi singulière soit-elle, et croyez-moi, il y a beaucoup de chercheurs singuliers au non-lieu, cette recherche-là, en fait, elle peut aboutir à des rencontres. Et parce que la particularité du non-lieu, c'est d'accueillir des jeunes dans un espace de coworking qui est lui-même dédié au métier du numérique, qui est le Node. On accueille des jeunes là sur la journée du mercredi et on dispose du Node aussi toute la journée du samedi. On provoque des rencontres avec des professionnels du numérique qu'on recrute en fonction des intérêts des jeunes. Donc toujours en s'appuyant sur l'intérêt des jeunes, au fond, on va provoquer ces rencontres-là avec des personnes qui travaillent, qui ont un métier, et qui vont pouvoir accompagner les jeunes dans l'élaboration de leurs projets. Je vais vous donner un exemple très, très concret, comme ça, c'est beaucoup plus parlant. Il y a 2 ans, vers la rentrée de septembre, on a eu pas mal de demandes d'admission avec des jeunes qui avaient un peu la même demande. Ils voulaient tous créer des mods dans Minecraft. Et alors, donc, on a recruté un intervenant dont c'est le... Alors, je ne sais plus exactement quel est son métier, mais enfin, lui, il avait une pratique là-dedans, et on lui a demandé de se mettre à la disposition de ce petit groupe de jeunes, et au passage, de leur apprendre le langage Java. Donc, vous voyez, à chaque fois, on va s'appuyer sur l'intérêt du jeune pour créer quelque chose. Et vous parliez de formation, nous, les jeunes qu'on accueille, sont la plupart extrêmement loin du secteur professionnel et sont même tellement en difficulté que c'est extrêmement compliqué pour eux de s'inscrire dans des formations. Même des petites formations de 10 ou 15 personnes. Les formations proposées par Cap Emploi, par les missions locales, des choses comme ça. C'est très très compliqué. Donc nous, on propose des ateliers. Et des fois, on les appelle les formations.
Mais c'est pas vraiment des formations, parce que c'est pas des formations qualifiantes. Mais c'est des petits ateliers où les jeunes vont se regrouper autour d'un professionnel et autour d'un intérêt partagé. Eh bien, il y a quelque chose du savoir qui va passer. Et ce qui est d'étonnant, c'est que eh bien, on peut, dans un même atelier, mélanger un jeune qui, au fond, lui, a pigé les grandes lignes du langage Java et donc, du coup, va coder ses modes, avec un jeune autiste qui, lui, n'arrive pas à comprendre la logique du code, mais lui va tester ce que les autres font dans Minecraft. Voilà. Chacun va trouver sa petite place comme ça. Et l'année dernière, et on a eu une surprise très intéressante qui illustre quand même un peu l'utilité de cette façon d'appréhender les choses. Il y a un jeune qui faisait partie de cet atelier de Minecraft et qui de lui-même s'est inscrit dans une formation de 35 heures. Au départ, on s'est dit, oula, ça va faire beaucoup. Et en fait, il avait repris confiance en lui et il a fait tout seul la démarche de s'inscrire dans une formation liée au développement numérique. Voilà. Et il est allé faire sa formation. Voilà. Donc on propose comme ça des petites formations qui sont ateliers, formations. Voilà, on ne met pas trop la pression dessus. Il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas de demande. Nous, on n'a pas de programme établi à l'avance. On sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va leur proposer. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Mais du coup, il y a des petits pôles comme ça qui se créent. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'espace de coworking, l'open space, ça s'y prête complètement. Parce que va y avoir des petits groupes qui vont se créer, et puis chacun est libre d'aller voir un peu ce que font les autres. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de ces Paul qui avaient très justement remarqué que pour certains sujets contemporains, la question de l'apprentissage n'est pas évidente. Il y a quelque chose qui avait changé dans notre civilisation de ce rapport au savoir. Il y a certains sujets, c'est extrêmement compliqué pour eux d'être en formation avec quelqu'un qui va donner un savoir comme ça, de manière un peu pyramidale. Nous, la plupart des jeunes qu'on reçoit en non-lieu sont dans des difficultés comme ça. Ils ont un parcours scolaire chaotique quand ils en ont eu un. Et c'est pour eux, c'est compliqué d'apprendre. Ce qu'on a repéré très vite, c'est que, et ça c'est un peu le côté inédit du non-lieu, c'est-à-dire qu'on mélange des éducateurs et des psychologues cliniciens avec des professionnels du numérique, qui eux sont vraiment perçus, eux ils ont la légitimité du savoir, si vous voulez. Et là, tac, il y a quelque chose qui passe. Mais il faut que ça soit des petits groupes, même nous on fait souvent du un par un. Voilà, il y a un petit savoir qui passe. On accueille une trentaine de jeunes par an. On a une liste d'attente qui est conséquente parce que l'épisode Covid et le confinement a amené les travailleurs sociaux et les soignants à se rendre compte de trois choses. Que on pouvait s'appuyer sur le numérique pour faire un travail thérapeutique, premièrement. Deuxièmement, que les jeunes avaient une longueur d'avance sur eux. Troisièmement, qu'ils étaient complètement à la rue là-dedans. Donc à partir de l'épisode du Covid, on a eu une explosion de la demande de notre côté, puisque tout d'un coup, en fait, les usages des écrans, c'est devenu quelque chose de sérieux avec lequel on pouvait travailler. Voilà. Mais en fait, il y a plein de choses que je pense on partage, mais même tous, effectivement, le fait d'être dans la pratique, de ne pas avoir quelque chose de descendant quand on transmet. Je pense que pour les publics les plus fragiles, c'est quand même très important. Et il y a un mot que vous avez utilisé qui moi, me semble vraiment être au cœur de notre travail, c'est reprendre confiance, qu'ils puissent simplement reprendre confiance, et qu'à partir de là, quand la confiance elle commence à renaître, des possibles s'ouvrent en fait. Alors il y a cette question de la confiance, il y a aussi la question du petit travail singulier qu'on leur permet de venir faire ici. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, mais des fois
Au départ, on ne comprend pas la logique à l'œuvre, on ne comprend pas ce qu'ils font, parce que c'est des usages vraiment très singuliers qui les touchent. Par exemple, on a travaillé pendant 3 ans avec un jeune autiste. Lui, son travail fondamental, c'était de chercher à quel moment, dans la course du potentiomètre du clavier qu'il avait, son corps rentrait en vibration. Et donc, il concevait des circuits électroniques musicaux pour créer des espèces de vibrations qui le faisaient vibrer comme ça. Et on a recruté une artiste qui s'appelle Kwasine, et qui, elle, son champ de recherche, c'est justement la frontière entre le bruit et la note de musique, quoi. Voilà. Et donc, on a provoqué cette rencontre-là, et tous les deux sont devenus un petit peu des chercheurs, et on commençait à élaborer des circuits, et lui a pu commencer à utiliser des logiciels, et tout ça a été si vous voulez, a ouvert son monde. Voilà. Jusqu'à un certain stade, j'ai envie de dire, qui était supportable pour lui, mais on a pu observer une ouverture. Ça, c'est un exemple d'un jeune extrêmement éloigné de l'emploi. Il y en a d'autres, en fait. On parlait tout à l'heure, avant cette rencontre, d'un jeune qui participe à l'atelier hardware du non-lieu, qui consiste à récupérer des ordinateurs, à les démonter, à les réparer. Et lui, au fond, à la fin de l'année, il vient de nous dire, moi, ça m'intéresserait d'apprendre le codage. Et donc, c'est là que je suis tombé sur le mail de ma voisine, et que ce jeune a pu s'inscrire. Mais voilà, c'est-à-dire que ils viennent aussi. C'est aussi un espace de parole. Voilà. On n'est pas obligé de forcément faire du numérique au fond. Merci Julien pour cette belle présentation du non-lieu. J'ai vu Sarah prendre plusieurs prises de micro. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites en fait de très intéressantes et en même temps qui méritent qu'on rebondisse un petit peu. On a parlé des seniors, on parle des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à s'intégrer quand même dans l'esprit, même s'il y a encore beaucoup d'a priori que les jeunes ne sont pas épargnés par la fracture numérique. On oublie aussi beaucoup de dire qu'en fait, c'est toute la population qui est impactée. Les fameux digital natives dont on parlait, ils ont quelques années maintenant. Moi, personnellement, j'ai 35 ans, donc je pense qu'on est quand même tous concernés par la situation où on a tous vu Internet débarquer dans nos maisons quand on était gamin avec la machine qui faisait un bruit insupportable. Je me souviens absolument pas à quel moment on m'a proposé d'apprendre à utiliser ce nouvel outil. On nous a bazardé ça chez nous en nous disant « vous allez voir, c'est magique », effectivement, c'était merveilleux. Mais à quel moment on nous a appris à nous en servir? À quel moment on s'est dit finalement il y a peut-être un peu de danger dedans? À quel moment on s'est posé des questions? Je crois qu'on a tous chatté à un moment donné avec des inconnus sur Internet parce que c'était sympa de rencontrer du monde sans sortir de chez nous. Sauf qu'en fait, j'ai 35 ans aujourd'hui et je vois pas les jeunes, je vois pas les nouveaux parents, je vois pas les travailleurs de 40, 50 ans se saisir plus de la question. On a du mal aujourd'hui à capter ces personnes-là, en fait. On n'arrive pas aujourd'hui à les faire franchir le pas parce qu'on a pris une routine on va se débrouiller. Finalement, Google a toutes les solutions, c'est très bien. Mais non, Google, il n'a pas toutes les solutions et on se rend bien compte que Google, il crée bien des problèmes aussi à un moment donné et qu'il est temps de rééduquer les gens, en fait, à ce numérique pour qu'ils deviennent moins fracturants, justement. On a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations quand même très compliquées parce que le numérique est arrivé et qu'ils étaient à l'aise à un moment donné, mais en fait aujourd'hui ils ne le sont plus du tout parce que les démarches administratives, par exemple, la retranscription en ligne, elle n'est plus du tout ce qui se passait en papier. On nous demande de comprendre ce que remplissaient les travailleurs sociaux à notre place finalement. Donc comment se saisir de ça quand on n'avait jamais été confronté à cette situation-là? Donc on a quand même aujourd'hui beaucoup de non-recours sur les droits. Parce que les gens ne savent pas faire et qui se disent de toute façon je ne vais pas m'embêter, allez pour quelques euros je vais essayer de m'en sortir, mais ils ne s'en sortent pas. On a plein de personnes qui se retrouvent quand même en
si on regarde, si on échange un peu avec des personnes qui sont dans la rue, qui étaient travailleurs avant en fait, mais qui se retrouvent dans des situations très compliquées, très complexes, et on se rend compte que le numérique n'a pas forcément aidé ces personnes-là, parce qu'elles ne savent pas vers qui se tourner, parce qu'aujourd'hui justement on ne les a pas accompagnées à monter en compétences. On a quand même une question de matériel aujourd'hui qui est quand même assez importante, Paul en parlait. Nous, effectivement, à notre niveau, on s'est saisi aussi de la question. Il y a une loi qui est passée au niveau des collectivités disant qu'il fallait qu'on mette en place une stratégie numérique responsable. On s'est lancé dedans à Bordeaux Métropole en se disant qu'ok, nous, on va pas se leurrer, on a du matériel, beaucoup de matériel. On a calculé, on est à peu près à 3000 machines à l'année qu'on donne en fait à une structure qui s'appelle Ecomicro. Et finalement, dans cette stratégie, on s'est dit, ok, quitte à avoir 3000 machines qui partent en recyclage ou en reconditionnement, on va en restituer peut-être quelques-uns pour des usagers qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Donc on va donner du matériel pour que ces personnes-là, finalement, elles retrouvent un petit peu ce chemin. Mais on ne va pas le faire n'importe comment, on ne va pas juste leur dire, tenez, venez, on fait une distribution, servez-vous. Mais on s'appuie justement sur le réseau des conseillers numériques qu'on a, nous, sur la métropole. On a la chance d'en avoir 48. Mes 2 collègues ici présents ont des postes, justement. Sophie est elle-même conseillère numérique et elle a 3 autres collègues dans sa structure. Paul a un poste et plein de médiateurs et des bénévoles qui font un travail remarquable. On s'est dit qu'on allait s'appuyer sur eux parce qu'eux, ils les connaissent, ces usagers-là. Ils les voient, ils les rencontrent, ils comprennent quelles sont leurs difficultés. Donc on leur a dit, on va passer par vous. Identifiez les personnes, faites-nous remonter les besoins, on leur donnera du matériel. Par contre, charge à vous de les accompagner. Vous ne leur donnez pas le matos si à un moment donné, ils ne se forment pas, ils n'apprennent pas, ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, on va faire quoi? On va donner du matériel à des gens qui ne savent pas l'utiliser, finalement. Ou qui ne comprennent pas ce qu'on leur met entre les mains. Ou qui auraient besoin, finalement, de trouver la ressource, la personne qui va leur permettre de décoincer une situation. Parce que peut-être qu'ils savent faire des choses, mais ce dont ils ont besoin, ils ne savent pas le faire. Donc là, on est là, justement, pour leur montrer qu'on est présent. Et de la même façon que les personnes qui sont dans la rue, on se rend compte qu'elles sont équipées d'un smartphone, souvent. Mais comment elles se connectent? Comment elles vont retrouver du lien? Donc là, c'est pareil. Nous, dans nos projets, on est en train de travailler sur un Wi-Fi social pour essayer d'avoir du Wi-Fi dans la rue, dans les quartiers prioritaires, proches de ces personnes-là, pour retourner un petit peu vers elles. Mais pareil, on réfléchit toujours à se dire comment on anime ces lieux. C'est pas juste de mettre du matériel à disposition, c'est les ramener aussi à apprendre. Mais la question de la formation, effectivement, je rejoins le discours de tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas se former, les gens. Ils n'en ont rien à faire de se former. Le terme de formation, c'est quand même un terme très éducation, c'est quand même très scolaire, c'est venez, asseyez-vous, on va vous apprendre. On a l'impression d'être les sachants, mais on n'est pas du tout des plus sachants qu'eux. On est juste là pour transmettre. Et pour leur dire, justement, on est dans la même galère. C'est pas parce que vous êtes en difficulté que nous, on l'est pas. Je pense qu'autour de la table, je pense qu'on s'est même, nous, retrouvés déjà dans des situations où on a bien galéré. On aurait bien aimé avoir un peu d'aide. Et donc, ces personnes-là, on essaie de les rassurer, de leur dire, vous n'êtes pas là pour apprendre, on va pas vous faire un cours magistral sur comment remplir votre dossier à la CAF, parce que c'est pas le but. Par contre, on va leur expliquer l'impact que ça peut avoir dans leur vie. On va leur expliquer pourquoi aujourd'hui il faut juste franchir la porte, créer ce lien social avec nous, savoir qu'il y a du monde qui est là pour eux en fait, juste pour les aider et les accompagner. Pas leur dire vous savez pas faire, on va vous apprendre. On n'est pas là pour ça. On n'a pas ce rôle-là. Mais à vous écouter, je pensais à ce que disait Paul tout à l'heure et je me demandais au fond de quoi le numérique est-il le nom ? De quoi le numérique est-il le nom aujourd'hui? Parce qu'au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de, sous couvert de parler de numérique, de parler d'un retrait du social dans notre société? C'est-à-dire au fond, il y a 50 ans par exemple, on devait remplir des documents administratifs, on allait à la poste. Il y avait toujours quelqu'un pour nous aider, si vous voulez. Vous voyez, il y avait comme ça des endroits où l'État était présent, incarné par une personne qui pouvait accompagner les gens. Voilà. Aujourd'hui, ça ne se passe pas de la même manière. Mais est-ce que c'est la faute au numérique? Je ne suis pas persuadé. Ce que moi je trouve absolument remarquable, c'est que sous couvert de problèmes de connexion,
les gens se mettent à aller chez Emmaüs. C'est-à-dire que chez Emmaüs, il va y avoir quelqu'un qui va les accueillir. C'est-à-dire que ce bureau de poste ou ces autres endroits qui ont disparu parce que maintenant, pour faire des économies, l'État enlève des guichets et met plutôt en œuvre des sites internet, met des services en ligne, font les gens les plus en précarité, mais on voit que ça touche tout le monde, vous écoutant, ça touche de plus en plus de monde. Les gens maintenant ils peuvent aller à Emmaüs parce qu'ils vont tomber sur Paul. Et puis ils vont aller voir Paul, même s'ils voient beaucoup de monde, ils se souviennent pas de tout le monde, mais ils vont aller voir Paul. Et il va y avoir, je sais pas moi, un monsieur d'une 50aine d'années qui, en ayant rencontré Paul 2-3 fois comme ça, qui va reprendre confiance en lui. Et là, ça recrée du lien social. Et puis Paul et Pierre, il va le croiser dans la rue et puis il va lui dire bonjour. Et puis comment ça se passe et tout, et comment ça. Vous voyez? Et ça, c'est absolument primordial. Ça, c'est pas la question du numérique, ça. Ça, c'est la question des lieux d'accueil et d'écoute dans notre société. C'est pas une question d'apprentissage de comment les machines fonctionnent. On est un peu passé dans une société. On s'est dit quand même, c'est super. Non, mais c'est vrai que c'est super pratique. Faut pas déconner. Moi, il y a des sites internet. Franchement, je préfère aller sur le site internet plutôt que de me taper la queue, ou parce que j'ai pas le temps. Je fais ça le soir. Franchement, il y a un côté super pratique. Il y a même un côté super pratique pour les services de l'État. Bien sûr, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide. C'est moins cher pour la collectivité, mais il y a cette dimension de la rencontre humaine qui passe pas de la même manière avec le numérique. Même si moi, travaillant en non-lieu, les jeunes m'ont enseigné que pour certains d'entre eux, les rapports humains, ça ne peut passer que par le numérique. Ils m'ont enseigné ça, voilà. Mais ça fait pas tout. Tout passe pas par là. Et moi, je suis quand même plutôt heureux qu'Emmaüs Connect existe, parce que les gens ont des problèmes et du coup, ils vont rencontrer Paul. Voilà. Et ils font connaissance avec Paul. Et puis, Paul pourra prendre des nouvelles de la dernière petite et puis voir si son inscription au collège s'est bien fait et tout ça. Et machin. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? J'adhère à beaucoup de ce que tu viens de dire. Non, on croit vraiment beaucoup, en effet, dans les lieux, dans la rencontre, dans la discussion, dans l'écoute. Et en effet, c'est un peu ce qu'on est en train de perdre un petit peu au fil de l'eau. Alors ça revient là, il y a du rétropédalage qui est en train de se faire. On commence à le sentir. Pour l'instant, c'est un petit peu informel, mais on sent que c'est en train de se formaliser tout ça. Mais en effet, l'accueil, l'écoute, je dis souvent à mes équipes et aux bénévoles, on n'est pas dans une grande institution ou chez un grand opérateur de service public ici. Il faut que ce soit accueillant, chaleureux, que les gens se sentent bien. Il y a du café, comme ça tout le monde peut se servir. On a tous des petits badges avec marqué nos prénoms et on se fait interpeller quand on passe. Et en effet, alors Paul il est de moins en moins à l'accueil en train de se promener, malheureusement. Ça me fait mal au cœur parce que Paul il doit trouver des sous maintenant. Mais en tout cas, quand je le faisais, en effet, il y a un lien qui se crée. Et recréer du lien, c'est très important. Et c'est ça qui va redonner la confiance. Des lieux, il y en a plein des lieux. Il y a des acteurs de terrain partout, des centres sociaux, des centres d'animation, des associations de quartier, des grands réseaux associatifs. Il y a beaucoup de lieux qui incarnent le lien social. Le numérique, en effet, moi de ma fenêtre, je le vois comme très fracturant, mais on a pris cette fracture, on s'est dit, il y a une fracture et il faut qu'on la transforme en opportunité, parce que le numérique, c'est plein d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités. Et notre slogan, alors j'aime pas trop dire ce mot de slogan, mais c'est faire du numérique une chance pour tous. Et c'est vraiment, il y en a pour qui c'était pas une chance, c'était je sais pas ce que c'est l'opposé d'une chance, mais un malheur, une malchance. Et pour eux, c'était vraiment quelque chose d'accablant. Il y a toutes les notions que tu as évoquées, de sachant, de confiance en soi, tout ça, en effet, les gens arrivent avec cette espèce de
chargement. Leur sac à dos, il est plein de j'arrive à parler à personne, j'ai pas confiance en moi, j'ai des machines, ça marche pas bien, j'ai eu des soucis à droite à gauche, j'arrive pas à accéder à un droit, apparemment je peux demander de l'argent là, mais je sais même pas comment ils arrivent avec tout un sac à dos qui est rempli, et il y a un vrai travail de pouvoir prendre le temps d'accompagner ça, d'écouter. Alors des fois on se fait un peu chahuter, mais c'est comme ça, c'est ok, on sait que les gens qui arrivent chez nous, ils en ont souvent gros sur la patate, donc on est là pour accueillir ça et essayer de les amener. Alors des fois on va pouvoir répondre à leurs questions, nous directement, et par ailleurs des fois on ne va pas pouvoir, nous. Donc il va falloir réorienter. Et il y a tout un travail avec un écosystème. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Sarah, de faire collectif. Chez Emmaüs Connect, on a toujours travaillé en lien avec les travailleurs sociaux. C'est des acteurs qui sont au cœur des besoins, au cœur de l'écoute. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'Emmaüs Connect. Vous ne verrez jamais une pub pour Emmaüs Connect à la télé. Vous ne verrez jamais une affiche pour Emmaüs Connect dans la rue. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les publics qui viennent chez nous, ils soient déjà accompagnés par ailleurs, qu'ils aient déjà un lien avec des structures de leur quartier, des structures sociales, qu'ils soient déjà accompagnés, suivis, et que nous, en fait, on est un tout petit maillon de cette grande chaîne-là, et on vient apporter un petit bout de solution à un moment donné dans la vie des personnes en précarité. Et après, en fait, on essaie d'enlever ce frein-là que le numérique leur met dans les pattes, que ce soit pour la compétence, l'équipement ou la connexion. On essaie de voir comment on peut alléger cette peine-là, et après, on les renvoie dans cette dynamique d'insertion globale. Et on est un tout petit maillon, mais malheureusement, ce maillon, il est de plus en plus important, et c'est un goulot d'étranglement très conséquent dans les longs parcours d'insertion. Et quand on regarde les études de Pôle emploi, de la CAF, des grands opérateurs, et aussi de tous ceux qui s'intéressent à la précarité, à la pauvreté, le numérique est devenu un des facteurs numéro un des freins périphériques, comme beaucoup de gens utilisent ce jargon. C'est devenu le sujet qui empêche de trouver un travail, qui empêche de se loger décemment, qui empêche de suivre la scolarité de ses enfants, qui empêche d'accéder à ses droits, qui empêche beaucoup de choses. Moi, je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit. C'est effectivement, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a eu un moment où le numérique est devenu très fracturant. C'est ce que tu as expliqué. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de le communiquer d'une autre façon. Aujourd'hui, le numérique, il prend plusieurs formes déjà, donc il faut qu'on soit clair quand on parle de numérique, parce que dans le numérique, il y a apprendre à utiliser un ordi, une souris, un clavier, et il y a apprendre à coder. Donc on va quand même d'un extrême à un autre quand on parle numérique. Il est fracturant aujourd'hui parce qu'on n'en retire que le négatif de ce numérique-là. Depuis le début, on se le dit, et puis je pense qu'on est tous conscients de ça. On a des personnes qui se retrouvent en difficulté pour faire des démarches en ligne, on a des personnes qui perdent leurs droits, on a des personnes qui se retrouvaient à faire des choses qui ne le font plus parce qu'ils ne comprennent plus. Mais en fait, à quel moment nos institutions, nos opérateurs ont un discours un peu plus positif en disant mais vous savez le numérique, c'est tout ça, mais ça peut aussi apporter des choses. Si tant est que on est tous en difficulté, mais personne ne le dit, en fait. On ne le dit pas. On ne le communique pas officiellement, pas à grande échelle. On se le dit entre nous, on se dit, ouais, toi, tu as rencontré une difficulté ? Bah ouais, j'ai rencontré une difficulté. Mais à quel moment, en fait, dans les plus grandes strates, on communique aux gens que c'est normal, en fait. Et là, en fait, on leur dit pas que c'est normal. On leur dit, vous êtes des mauvais parents si vous mettez les enfants devant la télé avant 3 ans. Vous êtes un petit peu neuneux quand même si vous n'arrivez pas à faire telle démarche. Ah non, moi je ne vais pas m'occuper de vous parce que c'est en ligne, débrouillez-vous avec votre voisin, votre copain, votre machin. Moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc en fait, on rajoute une charge mentale aux gens, on les dégrade un petit peu en leur disant, franchement, tu sais pas utiliser un clavier, une souris, merci, mais t'es pas fut-fut. Les jeunes, n'en parlons pas, c'est encore pire que tout puisqu'on leur dit, t'es né avec. Déjà rien que ça, t'es né avec. Ah bah du coup je suis né avec, pourquoi je m'en sors pas ? Donc en fait on a vraiment cette image, on leur communique une image très négative en leur disant en fait que c'est pas normal qu'ils s'en sortent pas. Alors qu'on est rentré dans une démarche de dématérialisation générale, on a tout mis en ligne à un moment donné sans expliquer aux gens, sans les accompagner, sans leur montrer, sans leur faire tester.
On leur a pas fait tester les sites pour savoir s'ils étaient bons pour eux. On les a balancés. Et à aucun moment, personne n'a communiqué en disant « on va vous aider parce que vous allez galérer et que c'est normal ». Parce que même nous, et même les gens de la CAF le disent, ils ne savent pas utiliser correctement leur site. Mais on ne le dit pas. Et il est temps qu'on le dise aux gens. Qu'on leur dise « c'est normal ». Et là, déjà, on va avoir une autre démarche. On va avoir une démarche de réparer, en fait, cette fracture-là. On va avoir une démarche de dire, mais finalement, venez, vous prenez pas la tête. Vous allez être face à des gens qui ont les mêmes problèmes que vous. Sauf que, encore une fois, quand on le fait seul, on peut aller peut-être plus vite, mais quand on est plusieurs, on va aller un peu plus loin. On va apprendre, on va démêler la pelote de laine, on va rebondir. Ah, mais finalement, tu as ça aussi comme problème. Ah, mais finalement, attends, je peux peut-être t'apporter ça comme compétence. Et si je peux pas ? Il y a tout un tissu local qui s'est dessiné aujourd'hui. On a quand même, nous, sur la métropole, sorti un guide des lieux de ressources sur le numérique. La prochaine version devrait sortir d'ici quelques mois. C'est 174 structures qui sont identifiées pour accompagner des personnes au numérique. On n'a pas rien sur le territoire pour aider les gens. Encore faut-il bien leur communiquer, leur donner envie d'y aller. Sauf qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas envie. Moi, la première, je suis maman d'un enfant de bientôt 5 ans. J'en ai un peu ras-le-bol qu'on me dise que je suis une mauvaise mère parce qu'il a regardé des dessins animés à la télé à un moment donné, quoi. Et pourtant, tout va bien dans sa vie, je l'accompagne, et pourtant je suis dans le numérique. Mais j'ai pas envie d'être culpabilisée parce que j'ai fait ça. Parce qu'on fait tous ce qu'on peut comme on peut à un moment donné de notre vie. Donc il faut qu'on change aussi notre discours collectivement, en fait. Oui, nous, au non-lieu, on a choisi de prendre ce que je disais tout à l'heure, le contre-pied. C'est-à-dire que plutôt que d'attraper les usages des écrans du côté de l'addiction, qui est très à la mode, il y a tout un tas de thérapies comportementales d'ailleurs qui vous offrent de régler le problème. Ça coûte un peu cher. Mais donc, nous on prend plutôt le problème de l'autre côté. C'est plus un problème, c'est plutôt une solution. Et quand les jeunes arrivent ici accompagnés de leurs parents, de leurs éducateurs ou de leurs infirmiers, parce qu'on a quand même des jeunes qui viennent d'hôpitaux de jour, qui n'ont jamais mis les pieds dans le milieu ordinaire. On a un jeune, par exemple, il a été mis à la porte de la maternelle. Il n'a pas mis les pieds dans une classe dite ordinaire. Eh bien, il vient ici 2 fois par semaine. Il prend le tram depuis chez lui, bien après Bordeaux, tout seul, avec sa petite sacoche, avec son petit ordinateur, comme un étudiant de 22 ans, et il vient au Node. Voilà, il vient travailler ici. Ses parents auraient pu dire il utilise trop l'ordinateur, il est complètement accro à ça, il faudrait plutôt lui apprendre un métier. Bon, ils ont plutôt choisi de nous faire confiance dans le travail qu'on proposait avec lui, à savoir être son partenaire dans sa petite recherche. Et donc, lui, il fait des sculptures dans Minecraft, il fait de la conception 3D de personnages dans HeroForge, il fait du dessin. Et puis surtout, venir ici, ça ouvre son univers. Ses parents sont ravis parce qu'il a là une activité, entre guillemets, ordinaire. Et puis, je sais pas, il faudra leur demander, je sais pas si... Mais je crois que les nodeurs, ils sont contents de voir passer ce garçon qui est un petit peu singulier, c'est vrai. Mais du coup, c'est quand même une autre façon... Enfin, ça génère une certaine mixité sociale, quoi. Sinon, ces personnes-là, ils restent tout le temps dans les institutions, puis on les voit pas, ils restent chez eux, branchés sur les écrans, parce qu'au fond... Mais ici, c'est devenu un lieu où ce garçon, il peut venir montrer ses productions et puis parler de ses problèmes. Parce que c'est très bien que les gens viennent vous parler de leurs problèmes, même si c'est des problèmes numériques. Parce que Paul, au fond, quand il y a quelqu'un qui vient te parler de ses problèmes de connexion, quand tu discutes un peu, c'est là que tu te rends compte qu'il y en a d'autres des problèmes. Et qu'il n'y avait pas eu d'espace avant pour pouvoir les dire, et surtout, il n'y avait pas eu une oreille attentive pour pouvoir écouter ces problèmes-là. On voit bien que... tout compte fait, bien heureux sont ceux qui ont des problèmes du numérique. Moi, je voulais un petit peu rebondir sur ce que tu disais, et je pense que
c'est vrai que quand on travaille cette question du numérique et qu'on voit chez les gens une petite étoile qui s'allume dans leur œil parce qu'ils ont trouvé quelque chose de magique finalement, parce qu'ils ont compris quelque chose, et ça remet du positif en fait. Et je pense que tu as assez raison dans ce que tu dis, dans ce discours qu'on peut avoir, qui est oui, plutôt triste et négatif. Moi j'ai plein d'images quand tu parlais qui me venaient de personnes qui avaient finalement découvert que waouh, on peut faire ça avec le numérique, alors que quand elles avaient poussé la porte, elles n'osaient pas toucher un clavier. Et redonner ce côté un peu magique, parce que je suis assez d'accord, c'est quand même sympa, j'aime bien. Mais redonner cette petite étoile dans l'œil et dire que, bah voyez finalement, vous arrivez à faire des trucs, en plus c'est sympa. C'est valorisant pour tout le monde et ça fait avancer tout le monde. Je rebondis juste avant que tu prennes la suite. J'ai aussi un petit peu, il fut bien longtemps, animé des parcours. Et en effet, la satisfaction de faire découvrir, de montrer YouTube pour la première fois à quelqu'un. On dit là, il y a des vidéos, c'est gratuit et c'est illimité. Et quelle que soit ta passion, tes hobbies, tu vas trouver des gens qui ont exactement ta passion. Et tu vas trouver des trucs dans tout, quelle que soit ta langue, quelle que soit... Et maintenant, en plus, il y a les sous-titres automatiques. Enfin, en fait, c'est des puits de divertissement, de connaissances, d'ouverture, et que des publics n'imaginent même pas. Je me souviens d'une personne, moi, que j'avais accompagnée, et qui avait besoin de traduire des choses. Et donc, il allait à la bibliothèque, chercher des dictionnaires, des dictionnaires pour traduire. Et on lui a montré des outils de traduction. Il a dit, on peut traduire toutes les langues du monde. Ouais. Et c'est immédiat. Et c'était vraiment... son cerveau, il a explosé à ce moment-là. Il était en mode, ok, d'accord, c'est gratuit en plus. Oui, c'était incroyable. Et je reboucle aussi sur le bienheureux, ceux qui ont des problèmes numériques. En effet, on peut se servir du numérique comme d'un levier et comme de quelque chose, un outil pour raccrocher. Il n'y a pas très longtemps, là, il y a un petit mois, on a rencontré les médiateurs de Bordeaux, et ceux qui sont surtout sur des publics. On est maintenant vers la gare, donc c'est un quartier de grande errance avec beaucoup de publics qui sont à la rue. Et donc on a rencontré les médiateurs du quartier et qui nous ont dit nous, on aimerait bien envoyer les gens chez vous pour pouvoir récupérer un téléphone. Donc il se trouve qu'on distribue des téléphones basiques gratuitement pour des gens qui sont en errance. Donc sinon on les vend à tarif solidaire, mais pour ceux qui sont vraiment à la rue, on a des téléphones à touche, alors qui ne sont pas des smartphones, qui sont des dumbphones, mais l'intérêt c'est que la batterie elle tient 2 semaines et que c'est à peu près indestructible. Il faut juste pas le perdre, mais ça permet d'avoir un lien, une dernière adresse, un moyen de communiquer. Et en fait, eux, ils se servaient de cette orientation vers nous pour créer un lien et recréer quelque chose avec ces publics qui ont parfois, enfin même souvent, beaucoup de mal à rentrer dans un parcours d'accompagnement. Et donc ce téléphone, c'était une première accroche pour eux et un moyen de créer un lien entre les médiateurs et ces personnes à la rue, et ça, en passant par nous, et du coup par un peu l'excuse du numérique de va chercher un téléphone chez Musconnect, après il devient joignable, il a une ligne, il a un numéro, et on peut le suivre, on peut savoir où est-ce qu'il est, prendre des nouvelles. Et voilà, c'est un chemin qui va peut-être prendre des années, des décennies pour certains, mais voilà, pour le coup, ta phrase « bienheureux ceux qui ont des problèmes avec le numérique », là je suis d'accord avec cette phrase-là. Pas toujours, hein, mais dans ce cas de figure très précis, oui. Alors, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Adrien, salarié à Novacenco, donc représentant de Novacenco aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Alors, il m'a écrit un petit texte parce qu'il voulait dire quelque chose. Le numérique permet aussi à certaines personnes de faire des études. Par exemple, si j'étais né avant le numérique, je ne pense pas que j'aurais pu réaliser de longues études sans pouvoir écrire une ligne à la main. Ah oui, tout à fait. Donc là, c'est un exemple concret de la manière dont le numérique peut faciliter les choses. C'est un peu comme l'exemple de la traduction, quoi.
Oui, non, c'est clair. De toute façon, c'est un peu comme ça qu'on avait construit. Enfin, on avait je trouve ce panel de personnes qui sont là aujourd'hui. On part de moi qui a une vision un peu. Et c'est pas un rôle, mais moi je vois le côté fracture. Évidemment, je vois le côté très fracturant du numérique. Et plus on va par là, plus on va vers les opportunités. Alors, on est convaincus nous des opportunités que ça amène, mais on doit déjà nous faire. Alors, il y a ce train du numérique, on doit le faire ralentir. C'est la première chose. On doit faire monter à bord tous ceux qui ne sont pas encore montés à bord. Et vous, votre job, c'est dans ce train de faire s'épanouir tout le monde. Et il y a des milliers de choses qui peuvent être des leviers d'insertion. Oui. Moi, je viens de l'éducation spécialisée. Donc, quand on est éducateur spécialisé, par exemple, on fait des ateliers. On fait des ateliers, je sais pas moi, perles à écraser, atelier bois, atelier écriture. Bon. Le numérique, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une extraordinaire plasticité. C'est-à-dire qu'avant, pour faire un film avec des jeunes, on avait besoin d'une caméra, d'une carte mémoire, d'un ordinateur, d'un truc de montage qui coûtait des centaines et des centaines d'euros. Là, vous récupérez un vieux smartphone à 20 euros à EasyCash, truc qui fait même plus téléphone, vous avez une base pour pouvoir faire un film. Voilà. Et vous avez... le numérique offre aujourd'hui des outils qui permettent aux gens d'écrire, de créer, comme vous disiez tout à l'heure, de créer des choses absolument fantastiques. On a l'impression parfois que le numérique, ça va empêcher les gens de se rencontrer en vrai. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui ne supportent pas de rencontrer les gens en vrai. Il y a certaines personnes pour lesquelles c'est extrêmement compliqué de croiser le regard des autres, de supporter le bruit, le petit bruit qui fait le voisin à côté en se grattant, ou l'odeur des restaurants qu'il y a dans la rue. Et pourtant, ces personnes-là, elles sont en capacité de travailler. Et c'est pour ça que le numérique, par exemple, dans les métiers, du côté des personnes en situation de handicap, c'est quand même des opportunités, parce que par exemple dans un espace de coworking comme celui-là, alors là on parle, on fout un peu le bordel, on fait du bruit, mais autrement c'est très studieux, c'est très calme comme ambiance. Et puis vous n'avez pas un patron qui vient de par-dessus votre épaule pour vous dire tu vas pas assez vite quand tu fais ça. Vous voyez, ça met de la distance. L'écran, ça fait écran. Ça se met à protéger. Et donc les gens qui sont un peu en difficulté comme ça, avec le lien social, la commande sociale, au fond, le numérique, ça peut être facilitateur. Voilà. Et n'oublions pas qu'il y a tout un tas de communautés qui se créent en ligne. Il y a des gens en fait, qui se fédèrent, qui se regroupent ensemble. C'est une autre façon de faire lien social. Je pense que de toute façon... Madame la présidente d'Akinum vient d'arriver. Voilà. Bonjour. Je pense que de toute façon, on ne peut pas avoir ni le verre à moitié vide, ni le verre à moitié plein. Comme dans toute situation, il y a du bon, il y a du moins bon. On a un numérique qui est arrivé, qui a mis des gens en difficulté. On a aussi un numérique qui est arrivé, qui a permis de faire avancer la santé de plusieurs dizaines d'années, parce que les médecins ont pu échanger beaucoup plus rapidement sur certains sujets. On a des personnes qui se retrouvent effectivement à plus comprendre ce qu'elles font. On en a d'autres qui ont pu faire des études, effectivement, qui ont pu suivre des cours en ligne, qui ont pu apprendre ce qu'elles n'auraient jamais pu apprendre parce qu'elles n'auraient pas pu accéder aux écoles qui leur auraient permis. N'oublions pas que, mine de rien, on a vécu une période un peu compliquée qui a remis beaucoup de choses en question. Il y a des personnes qui ont senti l'isolement, il y a des personnes qui se sont rapprochées parce que quand on était confinés, si on n'avait pas eu le numérique, je crois qu'on aurait été très malheureux quand même. On n'aurait pas pu échanger avec nos parents, nos familles, nos voisins. Il y a quand même des réseaux qui se sont mis en place assez incroyables de solidarité en ligne pour pouvoir s'entraider et justement ne pas se sentir seul. Donc bien sûr qu'il y a du négatif, mais il y a quand même beaucoup de positifs dans toute cette situation. Il faut juste qu'on s'en saisisse. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on rebondisse, je pense, d'offrir cette vision un peu positive
et d'expliquer aux personnes que bien sûr ce train, comme tu disais, va vite, mais il n'est pas trop tard. On peut rentrer dedans à tout moment, on s'arrêtera à chaque gare, on s'arrêtera pour rattraper les personnes, on prendra le temps. Et même s'il y a des urgences, on essaiera de traiter. Maintenant, on est tous humains. Je pense qu'on aimerait tous être des super-héros qui allons régler les problèmes de tout le monde. Ce n'est pas le cas, et pourtant, ça nous fait mal de le dire. Mais on prendra le temps. On prendra le temps. Je pense qu'on se dit tous qu'on apporte notre pierre à l'édifice aujourd'hui et qu'on aura au moins fait ça à un moment donné dans notre vie. Je pense que quand on se retournera d'ici quelques années, on se dira on a quand même fait ça, mine de rien. On a quand même accompagné tant de personnes, on a rendu tant de sourires, on a quand même aidé. Et malheureusement, je pense que même quand on sera plus là, on aura toujours des personnes en difficulté et d'autres prendront notre suite. Et on voit quand même que ça crée des vocations. On voit quand même que rien que moi, je parle beaucoup des conseillers numériques parce que c'est quand même mon projet à la métropole de les accompagner. C'est quand même 48 personnes qui n'étaient pas forcément toutes issues de la médiation numérique. Elles se sont positionnées sur ces postes-là parce qu'elles ont senti que dans leur famille, il y avait des difficultés, qu'elles les ont accompagnées, que finalement, d'avoir cette lueur dont tu parlais tout à l'heure, ça fait du bien, quoi. Ça nous fait du bien de se dire qu'on s'est rendu utile à quelqu'un. Et ces personnes-là, elles sont arrivées et elles se sont confrontées à d'autres difficultés. Mais elles apportent leur pierre à l'édifice aujourd'hui. Elles accompagnent, elles sont présentes, elles ont le sourire, elles subissent parfois parce qu'il faut se prendre certaines situations. Mais je crois qu'en fin de journée, quand elles se retourneront, elles pourront se dire quand même, j'ai rendu le sourire à pas mal de personnes. Parce que même si les personnes n'ont rien appris, parce que des fois ça arrive, les personnes ne retiennent pas toujours ce qu'on leur dit parce qu'en fait elles viennent chercher du lien. Parce que le numérique, il a ça aussi, c'est que même si on ne retient pas ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a appris, on retiendra qu'on a rencontré des belles personnes, qu'on est sorti de chez nous, qu'on a osé franchir la porte, qu'on a osé se mettre quand même derrière un ordinateur. Et que aujourd'hui, je n'ai pas retenu. Mais dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois ou dans quelques années, j'aurais quand même fait ça, j'aurais quand même essayé. Donc il n'y a quand même pas que du négatif, effectivement. Et même si mon voisin voit ça de façon fracturante, je sais qu'il le voit aussi de ce côté-là, très, très positif malgré tout, parce que toutes les personnes qui sont passées chez Emmaüs Connect, elles ne sont pas venues pour rien à un moment donné. Toutes les personnes qui vont chez Connexio, elles ne sont pas venues pour rien à un moment donné. Mais il y a encore beaucoup de personnes à accompagner et on fera ce qu'on pourra avec les bras qu'on a et la motivation qu'on a, je pense. Là-dessus, ça faiblit pas en tout cas. Et puis pour compléter, moi je trouve que toutes les personnes qu'on a pu accompagner, rares sont celles qui n'ont pas fait vraiment beaucoup de progrès en fait. Et finalement, avec le numérique, on peut arriver à faire beaucoup de progrès assez vite. Il faut juste effectivement arriver au bon endroit, rencontrer les bonnes personnes et que nous, en tant que professionnels, on prenne vraiment le temps d'accompagner chacun au niveau où il en a besoin en fait. Mais les progrès, ils sont palpables et c'est vrai que c'est quand même satisfaisant à la fin de la journée. Merci beaucoup pour ces 4 beaux témoignages. Je trouve que c'est très inspirant et très complet. Et au final, si on doit conclure, on aura beau tout digitaliser, le lien humain reste un besoin primaire et peu importe comment il est au cœur de toutes les problématiques et vous y répondez tous à votre façon. Voilà. Merci à Anaëlle pour l'organisation.